bonjour, je m'appelle François Duvaux, donc je suis administrateur à Fitolia. Je suis sous le regard de mes deux coprésidents, Laurent Martineau et Samuel Gabory, alors je vais faire très attention. Fitolia, c'est donc une structure associative pour fédérer les initiatives. Quand on dit initiative, c'est qu'on est on va dire un certain nombre d'opérateurs où on aime bien se rencontrer pour initier de nouveaux projets, des projets économiques, et puis aussi pour réfléchir à des problématiques transversales sur la filière. On représente l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc il y a, on va dire, des producteurs, des personnes de l'extraction végétale et puis des metteurs en marché de produits finis. On essaye d'induire une dynamique collective pour développer la filière. Et la dynamique, on essaye de l'articuler autour de la bonne humeur et du café. Alors en fait, on a été préoccupé par notamment deux sujets en fait. Alors le premier, qui est ce qu'on appelle l'engagement qualité Fitolia, il a démarré en fait de la représentativité des échantillons. Et puis dans le prolongement, en fait, on est parti sur le système POP avec le système Fitolia plante d'origine prouvée. Et voilà, je vais vous expliquer quelle était la démarche. Sur la partie EQP, engagement qualité Fitolia, on avait une problématique de départ. Je vais essayer d'aller vite, mais je vais quand même un petit peu l'expliquer parce que je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous. Vous savez qu'on a une augmentation de la réglementation. On est amené à augmenter le nombre d'analyses sur les lots de produits finis. Et puis, le coût ne va pas en diminuant, bien au contraire. Et ensuite, on a un deuxième chose, c'est le manque de confiance entre acteurs. Alors, moi, je suis aussi agriculteur, en fait, à titre secondaire. Et donc, je cultive des plantes médicinales. Donc quand on dépend évidemment du système météo et les principes actifs qu'on a dans nos lots de plantes, ce ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. Et la valeur commerciale n'est pas la même. Toutes les opérations commerciales dans notre secteur se font sur la base d'échantillons. Et alors donc il n'y a rien de plus... on espère toujours que notre échantillon, quand on l'envoie chez le client, en fait, il va être accepté, que la qualité va être à la hauteur. Donc il n'y a rien de plus frustrant pour un producteur quand on envoie un échantillon et qu'il est refusé. Donc en général... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prélève une deuxième fois, on s'est dit la première fois on a du mal faire l'échantillonnage, donc on recommence une deuxième fois, on l'envoie chez un deuxième client, on se dit on espère qu'il va trouver mieux, puis on le fait 3 fois, on le fait 4 fois, et puis les clients ils font la même chose, ils achètent chez un opérateur, enfin ils prennent un échantillon chez un opérateur, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors à un moment donné, on reçoit toutes ces analyses et puis on espère qu'il y en a un qui va pouvoir nous l'acheter, puis des fois on est très très limite, et puis il ne faut pas grand chose pour que ça passe quoi. Alors des fois, on peut être tenté d'avoir un lot de l'année précédente qui était pas mal, on en rajoute un petit peu dans l'échantillon, on le renvoie, puis là, ça passe juste. Alors notre client, il est content, nous, on est content, on fait la vente. Par contre, quand il reçoit la marchandise, il est moins content, du coup, il a moins confiance, et du coup, l'année d'après, ça repart pareil. Personne ne se fait confiance et tout le monde rééchantillonne en permanence. Du coup, quelle valeur accorder à un bulletin d'analyse? Donc on s'est dit, c'est beaucoup d'argent de perdu pour la filière. On a été plusieurs opérateurs en amont à se dire, de toute façon, à un moment donné, la nature nous donne ce qu'elle a. Soit le lot il est bon, soit il n'est pas bon. L'idée, c'est de le savoir tout de suite et de pouvoir avoir une discussion franche avec notre client sur ça et peut-être réfléchir sur les actions correctives à mettre en place pour améliorer la qualité des lots, mais pas jouer au chat et la souris. Du coup, dans les objectifs qu'on s'était fixés, c'était de garantir des échantillons représentatifs. Alors vous avez vu les photos tout à l'heure de nos amis suisses, vous voyez à quoi ça ressemble de la plante sortie d'un séchoir, donc la représentativité, ça peut vite devenir un sport compliqué, mais il va falloir pourtant y parvenir, c'est de pouvoir évaluer précisément les lots. L'objectif final, c'est d'améliorer la confiance et puis d'intégrer une démarche d'amélioration continue. Alors on essaye de rendre visite cet effort de qualité, comme aujourd'hui où on vous présente notre démarche. Alors on s'est appuyé évidemment sur nos partenaires de l'ETEPMAI avec en tête de pont Denis Villeneuve. Et puis on avait pris une thèse pharma de l'université de la fac de pharma d'Angers, Marion Dumoulin, qui a consacré sa thèse pharma sur ce sujet-là. Donc pour vous dire, ça a fait l'objet d'une thèse à part entière. Et puis on a été, pour accréditer la démarche, on a été soutenu par un organisme extérieur, un organisme de certification en bio qui s'appelle Certipac et qui a pu valider un certain nombre de nos protocoles. L'opération, après, attention, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est plutôt beaucoup de rigueur en fait dans la méthode. On va dire il y a 3 piliers qui soutiennent. La première chose, c'est la définition d'un lot.
Je ne vous cache pas que pour la plupart des opérateurs sur le terrain, ça nous paraissait une question qui nous paraissait pas, assez simple en fait. Finalement, c'est quelque chose de très très important parce que là, il manque un adjectif, c'est définition d'un lot homogène. Si le lot n'est pas homogène, ça ne marche pas, on est d'accord. Si vous faites de la cueillette, par exemple sur du tilleul, et que vous avez 15-20 producteurs qui vous ramènent la cueillette du jour et que le lot, c'est la cueillette du jour, il faut l'homogénéiser impérativement d'un point de vue mécanique parce que le prélèvement ne fonctionnera pas. On considère que là, le lot n'est pas homogène. Donc ça, c'est une vraie définition à part entière. Ensuite, on a travaillé la deuxième méthode sur la méthode de prélèvement. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Et puis, la technique d'assemblage et de réduction. Ces trois piliers, en fait, pourquoi ils sont reliés en fait, de deux façons. En haut, c'est parce que toutes les opérations sont enregistrées. C'est-à-dire que maintenant, quand on est en production ou quand on est on prélève un produit à la sortie du séchoir, on va avoir le nom de l'opérateur qui a prélevé et puis l'enregistrement de l'opération. Donc on est capable de prouver en fait ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est que le personnel qui prélève, il est formé et il est habilité. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est une personne qui n'est pas habilitée vient prélever, on considère que la méthode ne fonctionne pas. Donc la méthode en bref, le lot, c'est là en l'occurrence, pour la plupart des opérateurs, ça a été la récolte d'une parcelle. Donc une récolte peut s'étaler sur plusieurs jours, mais par contre on la circonscrit bien à, voilà, la première coupe du mois de juin d'une parcelle de mélisse. Ça, c'est la définition d'un lot. Ensuite, on récolte et on sèche. Et là, pour la plupart d'entre nous, le prélèvement se fait à la sortie du séchoir ou pendant le séchage. Et donc là, autant de batchs de séchage et autant d'échantillons élémentaires qui vont être prélevés. Donc ça fait des masses d'échantillons qui sont assez conséquentes à prélever. Ensuite, on passe d'une étape d'homogénéisation. Alors là, c'est là qu'on a fait crier les pharmaciens parce qu'en tant que bon opérateur, puis avec notre bonne conscience, on va dire qu'auparavant, les échantillons élémentaires, on les faisait à peu près. Par contre, on les remettait tous dans un grand sac, on prenait le sac et si vous voulez, on touillait avec une énergie féroce. Et cette énergie-là, ça vous donne un mélange représentatif. C'est là que nos pharmaciens nous ont crié dessus, dont Denis en premier, pour nous dire non, en fait, quand on mélange comme ça de façon sévère, on démélange. C'est-à-dire qu'on garde les tiges en haut et toutes les feuilles partent en bas. Et du coup, quand on va reprélever l'échantillon primaire et pouvoir le réduire pour l'échantillon final, c'est pas représentatif. Donc on utilise la méthode des quartiles. Donc on prend tout simplement nos échantillons élémentaires, on en fait une petite pyramide d'Égypte, on met le deuxième par-dessus, le troisième, le quatrième, ensuite on le coupe en 4, et le quart de la pyramide, on refait une pyramide à côté, le deuxième quart, on le remet sur cette pyramide, et ainsi de suite. Comme ça, on homogénéise, mais de façon rationnelle et formelle. On peut utiliser le système aussi en ligne. Donc il faut des tables de travail qui sont assez vastes, en fait, et beaucoup de rigueur dans la façon de le faire. Ça nous donne un échantillon primaire, qu'ensuite, par la même technique des quartiles, on va réduire pour envoyer l'échantillon final, soit à différents clients, soit à des laboratoires d'analyse. Cette démarche, en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vérifié la répétition du système, donc ça fonctionne très bien. On a fait à peu près plus d'une centaine d'analyses pour vérifier que d'un point de vue statistique, quand différentes personnes prélevaient selon cette méthode, on arrivait au même résultat, donc ça fonctionne très bien. Donc ça nous a motivés en fait pour aller plus loin en fait dans la démarche qualité globale au niveau de la filière. Donc le premier stade c'était l'échantillonnage traçabilité. Et ensuite ça nous a amené à avoir des documents d'enregistrement, à faire des formations de personnel. Du coup on a mis un deuxième niveau qui était la qualité suivie et maîtrisée. Donc c'est un deuxième niveau d'habilitation. Et puis un troisième niveau qui sont les conditions de stockage maîtrisées. Parce qu'on sait que même si un échantillon est représentatif et que le client le valide, derrière, l'approvisionnement se fait souvent quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Et il faut aussi avoir la garantie que les conditions de stockage permettent de conserver les mêmes caractéristiques que l'échantillon qui a été validé. Donc ça fonctionne assez simplement, comme on a des plans de contrôle avec des audits d'habilitation, c'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite rentrer dans la démarche, elle va être auditée pour vérifier que son système qualité colle. Ensuite, on a des audits de surveillance annuels. Donc une année sur 3, c'est Certipac, l'organisme extérieur qui le fait pour chaque opérateur. Et puis 2 années sur 3 ou 3 années sur 4, c'est c'est Fitolia en fait. C'est l'association avec le personnel de Fitolia qui le vérifie.
Ensuite, on a un barème de sanctions et puis gestion des manquements classique. Ça s'apparente à ce qui fonctionne en bio puis dans les systèmes autres. Retour sur expérience, je vais juste parler de notre entreprise, Adatrice. C'est vrai que ça nous a permis deux choses. La première chose, c'est qu'on a historiquement, on a des contrats en fait de fourniture de plantes avec l'industrie pharmaceutique, où notamment on est payé à la quantité de principes actifs. Donc on est très intéressé quand la marchandise sort de nos séchoirs pour connaître sa qualité, et ensuite le client va nous payer sur la quantité d'actifs. Ce qu'on a remarqué depuis 6 ans, c'est qu'on a à peu près 5% d'écart en fait, entre les résultats qu'on a quand on fait notre analyse en interne et les résultats du client. Donc on a vraiment une corrélation qui est à 95%. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de pouvoir qualifier nos lots bien avant que le client nous donne la réponse et de le savoir très très tôt. La deuxième chose, juste en anecdote, c'est que c'est arrivé une fois qu'on ait un écart. Alors on était très très surpris parce que ça faisait plusieurs livraisons ou plusieurs années que tout se passait bien. Du coup, c'est nous qui avons demandé à cet établissement qui est pharmaceutique de vérifier qui avait prélevé chez eux le produit. Ils ont refait le prélèvement, ils sont retombés sur nos résultats. Ça, je peux vous dire, il y a 5 ans auparavant, ça ne serait jamais arrivé. Et puis la deuxième chose, c'est que ça nous a amené en fait à faire nos propres analyses. C'est-à-dire que comme maintenant on est sûr de la représentativité de nos échantillons, c'est notre entreprise, c'est Adatrice, qui paye à peu près, tous les lots sont analysés, 100% des lots en pesticides notamment et en métaux lourds. Donc on fait les analyses nous-mêmes et des fois, plutôt que d'envoyer l'échantillon, on envoie souvent le bulletin d'analyse au client et lui, ça lui permet tout de suite de décider si la qualité lui convient ou pas, quoi. Donc ça lui fait gagner une étape dans la sélection. Si il nous demande d'envoyer l'échantillon, c'est déjà qu'il a une probabilité d'achat qui est très très forte. Donc ça, c'était, on va dire, un peu une valeur ajoutée qu'on a essayé d'apporter au point de vue global en interne à la filière, qui s'est fait plutôt en amont de la filière, entre les producteurs, ce qui se passe au plus près du champ. Après, ça a motivé nos collègues qui étaient extracteurs et puis émetteurs en marché de produits finis pour se dire, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une démarche qui nous permette d'aller un petit peu plus loin dans dans la valeur qu'on peut créer ensemble. Et on a réfléchi, on s'est mis autour de la table, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui apporte des garanties supplémentaires pour le consommateur. Et on s'est mis d'accord, en fait, il y a un thème qui a fait consensus, c'était d'être capable de prouver l'origine de la plante. Donc ça va vraiment dans un concept en fait, de traçabilité transversale, en fait, pas d'opérateur à opérateur, mais la filière globale vis-à-vis du consommateur final. On voit notamment, alors ce qu'on espère, c'est que évidemment notre filière ne soit pas touchée par un scandale comme Lactalis, mais en tout cas, si on est capable ensemble d'avoir de la traçabilité et de la transparence, ça peut être vraiment une plus-value qu'on apporte au consommateur final. Alors, on a commencé donc à se dire, comment on va pouvoir mailler la traçabilité entre les différents opérateurs, donc dans l'objectif de répondre aux attentes du consommateur. L'idée aussi, c'est de valoriser les savoir-faire. Donc on a des entreprises qui sont vraiment installées depuis plusieurs dizaines d'années, notamment là, sur le bassin de Chemillé, et puis en France. Donc qui sont considérés comme qui sont réputés. Et c'est de valoriser leur expérience et puis leur savoir-faire, et puis de contribuer au développement cohérent d'une filière. Alors bon, je vous dis, on essaie de faciliter l'innovation. C'est vrai que le café, ça aide, le fait qu'on puisse se parler ensemble. Et puis, on va essayer d'être innovant sur des programmes qu'on va pouvoir mailler ensemble. Donc, il y a eu déjà deux expériences qui ont été menées sur ce système-là, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. L'objectif, là, c'est garantie pour les acteurs de la filière, c'est transparence, co-responsabilité et coopération. Alors ça, quand c'est écrit, c'est super facile. Par contre, concrètement, même si on s'aime bien autour du café, avec certains des confrères, on est client, fournisseur, donc ça se passe bien, mais avec d'autres, on est concurrent, donc il faut se faire confiance. Et la transparence, c'était quelque chose, ça a été un vrai débat entre nous pour savoir où on mettait le curseur, et puis avoir peur de divulguer qui travaille avec qui. Ça reste toujours un sujet qui est extrêmement sensible, mais sur lequel on a réussi à obtenir un consensus dans un objectif global. Donc on ne se dit pas tout, mais on arrive à avoir de la transparence tout en gardant une certaine notion de confidentialité.
Pour le consommateur, ça c'est le plus important, c'est l'origine de la plante, la traçabilité de la parcelle au produit fini, même si on passe par une étape d'extraction de produits végétaux, et puis ça concerne aussi une teneur minimale en plantes ou produits de la ruche. Donc on a élaboré un référentiel, tout simplement. Aujourd'hui, ça concerne, alors je dis aujourd'hui parce que ça peut évoluer vers d'autres gammes de produits, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques. S'il y en a qui ont d'autres idées pour mettre d'autres produits, on est preneur. Et ensuite, pour pouvoir faire partie de cette démarche, et là, c'est là qu'on voit que la traçabilité transfilière, ça se complexifie un petit peu et il faut être très très rigoureux. Donc il faut d'abord, donc ça c'est les points verts, il faut pouvoir habiliter les opérateurs, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir habiliter le produit, en fait, vérifier que le produit correspond bien au cahier des charges. Et la troisième chose, c'est aussi valider les conditions dans lesquelles la mise en marché se fait, notamment avec les points de contrôle de Phytolia. Pour la mise en marché, ça va être le respect du plan de marquage et l'utilisation du logo. Pour le produit, ça va être est-ce que la recette et le produit, et avec la teneur, est bien conforme au cahier des charges. Et puis pour les opérateurs, que ce soit producteurs, transformateurs, fabricants, metteurs en marché, ça va concerner le système qualité-traçabilité. Évidemment, on est plutôt preneur d'opérateurs sérieux pour notre démarche. Alors pour être habilité pour mettre en marché un produit, il faut que tous les opérateurs qui contribuent à la fabrication de ce produit dans la démarche, donc plantes d'origine prouvée, soient habilités. Il faut qu'on ait au moins 2 opérateurs qui soient adhérents. Alors désolé pour nos amis étrangers, on a favorisé un sourcing français quand c'était une plante qui était cultivable en France. C'est avant tout une démarche, on va dire, française. On a banni les OGM et puis les solvants d'extraction pétrochimique. C'est les petits plus, en plus de la traçabilité, pour donner confiance aux consommateurs. Alors dans la teneur en plante, je ne vais pas forcément m'étendre sur les parties techniques, mais sur les produits cosmétiques, il faut qu'on ait au moins 10% du poids du produit qui soit composé d'ingrédients à base de plantes, dont 95 qui sont habilités Phytolia, POP, donc POP, plante d'origine prouvée. Pour les compléments alimentaires secs, c'est 50% du poids, dont 60% habilité Phytolia POP. Et pour les compléments alimentaires liquides, 10% du poids, dont 60% habilité Phytolia POP. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi 60% habilité Phytolia POP, et pourquoi pas plus, notamment sur les produits, les compléments alimentaires secs. C'est qu'on a fait le constat en fait qu'il y avait dans les compléments alimentaires, il n'y a pas que du produit français. Il peut y avoir du guarana, du maté, de l'hibiscus, un certain nombre de choses. Et l'idée, c'était que les opérateurs qui mettent les produits finaux sur le marché, ils puissent toujours bénéficier de la gamme historique qu'ils avaient pour ces produits qui viennent et qui sont d'origine étrangère. Par contre, pour les produits donc origine France, on demande à ce qu'il y ait minimum 60% du coût de produits qu'on peut cultiver en France. Alors là, c'est là que ça devient super sympa. Et du coup, je remercie parce il y a 3 entreprises en fait qui ont pu tester. En fait, on a mis en place un logiciel en fait qui a été fait par des experts en informatique. C'est une base de données où on a un accès à Internet et on peut faire sa demande d'habilitation directement en ligne. Et ensuite, on va pouvoir indiquer à chaque transaction, en fait, quand on commercialise un produit labellisé POP, on va indiquer les quantités et puis la composition du produit. Ce qui fait que chaque opérateur, le producteur, il indique les quantités qu'il a mises sur le marché. Le transformateur va indiquer les quantités qu'il a utilisées et celles qu'il remet à disposition sur le marché. Et l'utilisateur de produit final, c'est pareil, indique ce qu'il va commercialiser. Ce qui fait qu'automatiquement, chacun rentrant ses données et les numéros de lot correspondant en fait, entre chaque opérateur, on arrive à remonter à partir d'un produit fini à qui est-ce qui a produit la plante automatiquement depuis le départ. Donc c'est un outil Internet qui est plutôt convivial pour les opérateurs qui l'ont testé et puis là qu'on va générer là, dans les semaines qui arrivent. Évidemment, toutes ces démarches-là, notamment la fabrication du site internet, ça a un certain, ça demande un certain coût. C'est vraiment une plus-value qu'on apporte sur le marché. Donc pour les opérateurs qui mettent le produit sur le marché, on demande une contribution financière. Et puis on a aussi un plan de contrôle des opérateurs, avec toujours l'audit d'habilitation. Donc ça, c'est pour rentrer dans la démarche. Et ensuite un audit de surveillance.
Alors, l'étape ultime, on n'y en est pas encore parce qu'il va falloir qu'on puisse commencer à commercer et à renseigner notre base de données. Alors, pas forcément avec un code barre, enfin comment dire, ou un QR code, comme ce qu'on appelle, mais sur le produit fini, de pouvoir, pourquoi pas avoir soit un QR code, en fait, un système qui permette au consommateur, soit quand il rentre chez lui ou quand il est sur son téléphone portable, de pouvoir télécharger le numéro de lot du produit qu'il vient d'acheter pour savoir sur quelle origine le produit a été cultivé. Alors, et quelles informations on donne aux consommateurs. Donc ça, c'est l'étape qu'on s'apprête à franchir maintenant. Eh bien, je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir fait gagner du temps, je ne sais pas, sur la pause café. C'était parfait. Merci bon. François. Donc on va prendre 2 minutes pour les questions avant la pause café, parce qu'on a compris que le café c'était très important. Ah oui, c'est très important. Donc on a 2 minutes de questions. Je vois pas de main levée. Je vais en poser une. Est-ce que donc tu nous as montré ce système là de QR code sur un produit fini pour justement avoir accès à l'historique du lot. Est-ce que vous avez aussi envisagé un plan de communication là-dessus via un visuel qui permettra aux consommateurs de savoir qu'un produit a été élaboré à partir de plantes ayant respecté ses cahiers des charges? Oui, ça, on a prévu un plan de communication, ouais, absolument. Ouais. Donc là, on attend, il y a toujours le débat de se dire, est-ce que je commence à communiquer pour motiver des opérateurs à aller dans la démarche et puis je finis de mettre la démarche en place d'abord. Et là, on fait un peu les deux à cheval, mais là, on est plutôt sur la partie très technique, en fait, de prouver que notre système marche d'un point de vue collectif et ensuite de pouvoir communiquer auprès déjà entre nous, entre opérateurs, et pourquoi pas, oui, au niveau du grand public. Ouais. Après, c'est un intérêt, c'est vrai que ça permet aussi de... Je reprenais la remarque qu'on avait avec Samuel tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir vraiment une vraie gain d'efficacité au sein de la filière, quoi. On est vraiment... le fait de pouvoir travailler comme ça en coopération et en co-responsabilité, on gagne beaucoup, et le fait de bien se connaître, en fait, on gagne beaucoup de temps en fait, dans les échanges commerciaux.